surtout depuis mon séjour à Oulgat auprès du pauvre monsieur Georges. De ce séjour, il m'est resté je ne sais quelle inquiétude, je ne sais quel angoissant besoin de m'élever sans pouvoir y atteindre jusqu'à des idées et des formes inétreignables. Je crois bien que cette trop brusque et trop courte entrevision d'un monde qu'il eût mieux valu que je ne connusse point, ne pouvant le connaître mieux, m'a été très funeste. Oh, qu'elles sont décevantes ces routes vers l'inconnu. L'on va, et c'est toujours la même chose. Voyez cet horizon poudroyant là-bas. C'est bleu, c'est rose, c'est frais, c'est lumineux et léger comme un rêve. Il doit faire bon vivre là-bas. Vous approchez, vous arrivez, il n'y a rien. Du sable, des cailloux, des coteaux tristes comme des murs, il n'y a rien d'autre. Et au-dessus de ce sable, de ces cailloux, de ces coteaux, un ciel gris, opaque, pesant, un ciel où le jour se navre, où la lumière pleure de la suie. Il n'y a rien, rien de ce qu'on est venu chercher. D'ailleurs, ce que je cherche, je l'ignore. Et j'ignore aussi qui je suis. Un domestique, ce n'est pas un être normal, un être social. C'est quelqu'un de disparate, fabriqué de pièces et de morceaux qui ne peuvent s'ajuster l'un dans l'autre, se juxtaposer l'un à l'autre. C'est quelque chose de pire, un monstrueux hybride humain. Il n'est plus du peuple d'où il sort, il n'est pas non plus de la bourgeoisie où il vit et où il tend. Du peuple qu'il a renié, il a perdu le sang généreux et la force naïve. De la bourgeoisie, il a gagné les vices honteux sans avoir pu acquérir les moyens de les satisfaire. Et les sentiments vils, les lâches peurs, les criminels appétits sans le décor et par conséquent sans l'excuse de la richesse. L'âme toute salie, il traverse cet honnête monde bourgeois, et rien que d'avoir respiré l'odeur mortelle qui monte de ces putrides cloaques, il perd à jamais la sécurité de son esprit et jusqu'à la forme même de son moi. Au fond de tous ses souvenirs, parmi ce peuple de figures où il erre, fantôme de lui-même, il ne trouve à remuer que de l'ordure, c'est-à-dire de la souffrance. Il rit souvent, mais son rire est forcé. Ce rire ne vient pas de la joie rencontrée, de l'espoir réalisé, et il garde l'amère grimace de la révolte, le pli dur et crispé du sarcasme. Rien n'est plus douloureux et laid que ce rire. Il brûle et dessèche. Mieux vaudrait peut-être que j'eusse pleuré. Et puis je ne sais pas. Et puis zut, arrivera ce qui pourra. Mais il n'arrive rien, jamais rien, et je ne puis m'habituer à cela. C'est cette monotonie, cette immobilité dans la vie qui me sont le plus pénibles à supporter. Je voudrais partir d'ici. Partir? Mais où? Et comment? Je ne sais pas, et je reste. Madame est toujours la même, méfiante, méthodique, dure, rapace, sans un élan, sans une fantaisie, sans une spontanéité, sans un rayon de joie sur sa face de marbre. Monsieur a repris ses habitudes, et je m'imagine à de certains airs sournois qu'il me garde rancune de mes rigueurs. Mais ces rancunes ne sont pas dangereuses. Après le déjeuner, armé, guettré, il part pour la chasse, rentre à la nuit, ne me demande plus de l'aider à retirer ses bottes et se couche à 9 heures. Il est toujours pâteau, comique et vague. Il engraisse. Comment des gens si riches peuvent-ils se résigner à une aussi morne existence? Il m'arrive parfois de m'interroger sur monsieur. Qu'est-ce que j'aurais fait de lui? Il n'a pas d'argent,
et n'eût pas donné de plaisir, et puisque madame n'est pas jalouse. Ce qui est terrible dans cette maison, c'est son silence. Je ne peux m'y faire. Pourtant, malgré moi, je m'habitue à glisser mes pas, à marcher en l'air, comme dit Joseph. Souvent dans ces couloirs sombres, le long de ces murs froids, je me fais à moi-même l'effet d'un spectre, d'un revenant. J'étouffe là-dedans, et je reste. Ma seule distraction est d'aller le dimanche au sortir de la messe, chez madame Gouin, l'épicière. Le dégoût m'en éloigne, mais l'ennui plus fort m'y ramène. Là, du moins, on se retrouve tous ensemble. On potine, on rigole, on fait du bruit en sirotant des petits verres de mêlé cassis. Il y a là un peu l'illusion de la vie, et le temps passe. L'autre dimanche, je n'ai pas vu la petite, aux yeux suintants, au museau de rat. Je m'informe. Ce n'est rien, me dit l'épicière d'un ton qu'elle veut rendre mystérieux. Elle est donc malade? Oui, mais ce n'est rien. Dans 2 jours, il n'y paraîtra plus. Et Mamselle Rose me regarde avec des yeux qui confirment et qui semblent dire « Ah, vous voyez bien, c'est une femme très adroite. » Aujourd'hui, justement, j'ai appris chez l'épicière que les chasseurs avaient trouvé la veille dans la forêt de Rayon, parmi des ronces et des feuilles mortes, le cadavre d'une petite fille, horriblement violée. Il paraît que c'est la fille d'un cantonnier. On l'appelait dans le pays la petite Claire. Elle était un peu innocente, mais douce et gentille, et elle n'avait pas 12 ans. Bonne aubaine, vous pensez, pour un endroit comme ici, où l'on est réduit à ressasser chaque semaine les mêmes histoires. Aussi les langues marchent-elles. D'après Rose, toujours mieux informée que les autres, la petite Claire avait son petit ventre ouvert d'un coup de couteau, et les intestins coulaient par la blessure. La nuque et la gorge gardaient visibles les marques de doigts étrangleurs. Ces parties, ces pauvres petites parties, n'étaient qu'une plaie affreusement tuméfiée, comme si elles eussent été forcées, une comparaison de Rose, par le manche trop gros d'une cognée de bûcheron. On voyait encore dans la bruyère courte, à un endroit piétiné et foulé, la place où le crime s'était accompli. Il devait remonter à 8 jours au moins,